Bonjour à vous, ici votre courtier immobilier Jean-Philippe Loisel, Remax. J'espère que ça va bien aujourd'hui. Je traite un sujet que différentes personnes se posent comme question. Qu'est-ce qu'on fait dans le cas d'offre d'achat multiple? Vous voulez acheter? Puis là, vous avez par exemple une surenchère où vous êtes en compétition avec 3 acheteurs, 5 acheteurs, des fois 10, des fois 20 sur la même propriété. Quoi faire pour se démarquer? En fait, le but de cette vidéo-là, c'est de traiter de tous les éléments qui peuvent faire en sorte que vous allez vous démarquer point par point. Donc, je suis là pour vous éclairer dans votre démarche, rendre l'astuce le plus simple possible pour que vous puissiez passer à travers et gagner votre guerre de surenchère. Surenchère ne veut pas nécessairement dire plus cher, mais des fois avec des meilleures conditions. Travaillons cet élément-là ensemble dans la prochaine minute. Donc, si on regarde point par point, le point 1, en fait, soyez clair, l'identification des parties. Qui va acheter la propriété? Est-ce que c'est vous, c'est quelqu'un d'autre, c'est un acheteur, 2 acheteurs, des investisseurs, une compagnie? Si vous n'êtes pas clair, vous venez de perdre des points. Donc, vous voulez que le point 1 soit très clair. Essayez le plus possible de ne pas avoir et où une compagnie à être formée, et où telle affaire, et où je vais peut-être changer d'idée aussi, puis pas acheter votre maison. On ne veut pas mettre en risque ou en doute pour un vendeur, surtout pas dans le cas d'offre d'achat multiple. Au point 3 qui est ici, soyez clair sur la destination de l'immeuble, l'adresse de la propriété, la superficie, la désignation cadastrale. Ensuite, dans le point 4, le prix, bien, effectivement, le prix est un des éléments qui sont déterminants dans la sélection du vendeur sur l'offre qu'il va choisir pour dire, bon, mais c'est celle-là qu'on va prendre. Mais gardez toujours en tête, si vous avez 5 offres d'achat qui sont en compétition, ils vont toujours dire, bon, on va garder les 2-3 premières, puis on va les évaluer, puis on va choisir ensemble. J'espère que vous me suivez là-dessus. Après le point 4.3, essayez de mettre un acompte, un dépôt. Puis n'ayez pas peur. Le dépôt est là dans le but de garantir un sérieux de votre part et il est remis lorsque toutes les conditions sont réalisées. Donc, à partir du moment que l'offre elle est ferme et finale, vous déposez le chèque, il est encaissé, puis à ce moment-là, il est généralement en fidéicommis dans soit le compte du notaire ou dans le compte, par exemple, de l'agence immobilière InTrust. Donc, vous avez quand même une garantie, mais ça démontre un sérieux de votre part. Maintenant, vous allez me dire, un dépôt de combien? Mais généralement, un dépôt de 5 ou 10 000 $ peut faire l'affaire dans beaucoup de cas. Mais si on parle d'une propriété qui est beaucoup plus chère, à ce moment-là, on parle peut-être d'un 10 ou un 20 000 ou peut-être même plus si on parle d'une transaction d'au-delà d'1 million de dollars. Donc, on va avoir l'acompte également qui va se poursuivre ici. Ensuite, le fonds additionnel. Bien, c'est sûr que si quelqu'un a 5 % de mise de fonds versus quelqu'un qui a 30, 40 ou 50 % de mise de fonds, c'est sûr que ça va pencher dans la balance. Donc, si vous avez la possibilité de mettre plus de mise de fonds, marquez-le ici. Ça va encourager à ce moment-là un vendeur à décider de considérer votre offre plutôt qu'une autre parce que votre dossier de financement est plus solide. Ensuite, au point 6. Le point 6 est là dans le but finalement d'éclairer que si, par exemple, on n'est pas capable de trouver une hypothèque selon les termes et conditions qui est prévu à la clause 6.1, vous auriez le droit de ne pas acheter la propriété. Donc, si vous êtes dans le cas d'offre d'achat multiple, en compétition avec 2, 3, 4, 5, 10 acheteurs encore, ben à ce moment-là, vous voulez pas que cette condition-là soit restrictive parce que là, le vendeur va dire, ben s'il n'est pas capable d'obtenir ça, il peut tout simplement dire qu'il n'achète pas. Donc, dans mon livre à moi, on veut se garder une marge. On veut à ce moment-là garder une marge. Surtout si vous êtes intéressé d'acheter la propriété, gardez-vous une marge, ça va encourager un vendeur de considérer votre offre. Ensuite, avez-vous une préautorisation bancaire? Une préautorisation bancaire qui est récente, de moins de 30 jours. Puis s'il y a des situations particulières comme le COVID ou comme par exemple le fait qu'il y a des changements au niveau des règles hypothécaires, ben assurez-vous à ce moment-là que vous êtes capable d'avoir par la suite de quoi d'encore plus récent que ça au niveau d'une préautorisation bancaire. Vous pouvez même en avoir une pour une propriété spécifique. Dans certains cas, il y a même certaines institutions financières qui peuvent faire une approbation avant. C'est plutôt rare, mais ça arrive, puis ça existe. Ensuite, la mise de fonds que vous allez mettre, ayez une preuve que vous avez cet argent-là qui est disponible. C'est-tu un argent que vous avez dans un compte de banque ou c'est de l'argent que vous avez peut-être dans tel compte, qui est investi à telle place, ainsi de suite.
ça devient plus risqué comme dossier. Si vous avez la preuve qui est déjà dans votre compte de banque, ben là, vous venez de monter encore dans la liste, là. Parce que là, on est transparent avec un vendeur. Ça m'amène au point 6.2. Si on est capable d'avoir des délais qui sont standards, des délais standards, 8, 10, 12 jours, 14 jours, ça commence à être plus long, 15 jours aussi, puis encore plus c'est long, plus que c'est risqué pour un vendeur. Donc, moins c'est long, le mieux c'est. Dans la mesure du possible, évidemment. Là. Ensuite, si on regarde la clause 8.1, ben, on peut faire inspecter l'immeuble. Des fois, par exemple, il y a des blocs de visite, puis à ce moment-là, ils vont recevoir les offres d'achat 3, 4, 5, 6 jours après. Il n'y a rien qui vous empêche de faire une visite des lieux avec un inspecteur rapidement avant, puis de demander la permission à un vendeur qui puisse faire le tour. Il peut rédiger un rapport ou il peut tout simplement vous faire un survol de qu'est-ce qui est à faire. Puis dans ces cas-là, vous êtes peut-être capable de vous en sortir à un prix qui est moins élevé. C'est sûr que moi, je peux pas vous recommander de pas faire d'inspection. Il est clair, par exemple, pour un vendeur, que si on a une offre plus ou moins au même prix avec ou sans inspection, bien, le vendeur souvent va opter pour une offre qui est sans inspection, puis des fois même à des prix de 5, 10, 20, 30, 40 000 de moins. Donc, vous voulez prendre quand même cet élément-là en considération. Peut-être vaut mieux vous préparer à l'avance, faire toutes les démarches, peut-être aller avec un entrepreneur sur place, avoir une idée vraiment éclairée de ce qui se passe avec la propriété, puis ensuite, vous êtes capable de prendre une décision éclairée, puis d'être capable de faire une offre d'achat qui soit compétitive par rapport aux autres propositions. La clause 9.1. La clause 9.1 est encore une condition. Si vous mettez un paquet de documents à vérifier, vous avez le droit de vous sortir de la transaction avec ces documents-là. Mais si, par exemple, un vendeur reçoit 3, 4, 5 offres d'achat, puis il y en a qui ont toutes fait leur devoir, puis l'autre qui n'a rien fait encore, ben il va prendre l'offre qui est la plus proche de la ligne d'arrivée. Donc, assurez-vous d'avoir déjà vérifié ces documents-là. Assurez-vous que votre courtier a fait la demande. Assurez-vous d'avoir initialé chacun des documents et ou d'avoir démontré que vous en déclarez satisfait de ces documents-là. Ça va rassurer un vendeur à accepter votre proposition plutôt qu'une autre. Ensuite, on continue. On s'en va par la suite à la clause 11.1. Clause 11.1 est pour déterminer l'acte de vente et 11.2 pour l'occupation des lieux. Un des stress pour beaucoup de vendeurs est de vendre sans savoir où est-ce qu'ils vont se relocaliser par la suite. Mais si ce stress-là est réel pour ces vendeurs-là qui veulent vraiment acheter suivant ça, ils n'ont pas trouvé encore, ils attendent d'être vendus pour pouvoir acheter la suivante, ben eux autres, c'est un stress. Donc, mettez une date qui est flexible. Par exemple, on peut faire une note à la toute fin, puis mentionner que, par exemple, le vendeur pourra déterminer la date du déménagement. Exemple, entre le 15 juillet et le 15 septembre, le vendeur pourra choisir et devra donner, par exemple, des nouvelles aux acheteurs par écrit s'il veut changer la date ou plus tard, par exemple, le 15 juin. Comme ça va permettre à ce moment-là au vendeur d'avoir cette flexibilité-là que s'il trouve pour un peu plus tard ou un peu plus tôt, mais il est capable de passer à l'action puis sans trop avoir de stress. C'est une clause qui peut enlever beaucoup de stress à un vendeur. Ce qui veut dire au final que votre offre va être plus intéressante qu'une autre qui n'aurait pas cette clause-là. Ensuite, ben, s'il y a un délai entre l'occupation et l'acte de vente, ben, assurez-vous si vous êtes pour être compétitif, de peut-être pas avoir de loyer chargé au vendeur. Vous allez renforcer votre offre d'achat. Au niveau des inclusions, évitez d'ajouter des inclusions dans le cas où est-ce que vous êtes en offre d'achat multiple. C'est pas le temps de négocier les inclusions. Faites accepter votre offre et ensuite discutez de d'autres éléments. Vous allez avoir beaucoup plus de contrôle sur la discussion puis sur la négociation au préalable. Ensuite, on peut toujours ajouter ou enlever des conditions à la clause 12.1. C'est là le temps de dire voici qu'est-ce qu'il y en est, je me déclare satisfait de tous les éléments, ainsi de suite. Voici on peut rajouter les éléments qu'on veut, le client est prêt à prouver avec telle chose, ainsi de suite. Donc, au final, la clause 12.1, c'est un champ qui est libre pour ajouter des notes. Vous pouvez également avoir une lettre qui présente votre famille, peut-être même une photo devant la propriété. On se voit vraiment vivre dans votre propriété. Notre famille serait comblée de pouvoir vivre dans cette famille-là, dans cette maison-là, puis d'être proche de telle école.
Donc, d'aller plus loin dans la démarche, peut-être un petit vidéo. J'ai des clients qui ont fait un petit vidéo, puis les gens ont de loin apprécié. Donc, c'est plein de petites astuces. Soyez précis dans votre démarche. Soyez clair. Ayez la preuve de la mise de fonds. Soyez flexible avec le vendeur si vous voulez que votre offre ait plus de chances de passer. Donc, il y a plein de petites astuces comme ça. Il y a également plusieurs autres astuces. Puis si vous aimeriez connaître les autres astuces, gênez-vous pas de communiquer avec moi. Jean-Philippe Loisel, votre courtier immobilier Remax. C'est une histoire d'excellence qui va se poursuivre dans vos projets à vous. Passez une merveilleuse journée. Au revoir.